Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Luc Labelle. Luc, c'est un gars extraordinaire. Il y a une couple d'années, avec deux chums, ils sont partis de Montréal, se sont rendus dans le coin de Cancun, 7300 km plus tard et 15 mois d'aventure en kayak de mer le long de la côte est américaine. On s'est entretenu ce matin sur ses motivations, les risques, les enjeux d'une expédition aussi longue. Puis la question qu'on se pose, c'est est-ce que les bénéfices en ont valu les coûts? Je vous souhaite une super bonne écoute. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à m'entretenir avec lui. Je suis vraiment excité que tu sois là parce que j'ai une admiration sans borne pour le projet GoFetch puis les milliers de kilomètres que vous avez pagayés une couple d'années. Puis pour plein de raisons, là, la durée, la complexité sportive, la préparation, comme je trouve ça hallucinant. C'est rare de voir des gens partir aussi longtemps en expédition. Puis il y a quelque chose de complètement débile là-dedans, puis j'ai envie de voir, tu sais, ça a-tu valu la peine parce qu'il y a des bénéfices, mais il y a un coût, là. Il y a un coût sûr. assez. C'est sûr, puis je pense d'emblée, comme s'il y a quelqu'un qui me disait « Hey, je veux faire quelque chose comme toi, partir 15 mois », mais tu sais, c'est pas tant la durée, c'était pas ça l'objectif initial, nous autres, c'était aller au Mexique. T'es pas parti tout seul, vous êtes parti à trois, Ouais. puis j'ai envie de comprendre un peu plus d'où ça venait, cette dynamique-là à trois, parce que c'était pas votre premier projet ensemble. Non, à la base, on avait fait une autre expédition qui était un trip de vélo, qui était lui aussi assez significatif pour des gars qui n'avaient jamais fait de vélo. C'était de partir, moi je me retrouvais à être en Colombie-Britannique, comme ben des Québécois, aller cueillir des cerises, tu sais. Ok, ouais, t'étais dans la vallée d'Okanagan. Exactement, en train de cueillir des cerises. Puis à la fin de l'été, c'était, je pense, le 1er septembre, on est parti de Kelowna, en vallée de l'Okanagan, pour s'en revenir à Montréal. Fait que ça, c'est l'objectif, c'est de traverser le Canada à vélo alors que vous n'aviez jamais fait d'expédition de vélo. Non, jamais de cyclotourisme, nouveau vélo, toute la gang, nouvelle sacoche, tu sais, on part là-dessus. Puis bon, on était jeunes, assez en forme, mais tu sais, même pas d'entraînement spécifique, dire OK, on va comme monter notre niveau de vélo un peu. Non, on fait juste partir. On va s'entraîner sur la route, là. Hit the road. Ouais, mais ça a été vraiment dur, on l'a eu d'un dent. Je me souviens, Julien d'un côte, je veux dire, on partait d'un rocheuse, fait que ça a été bien difficile. Nouka, il s'est retrouvé à boire de l'eau qu'il devait pas à un moment dans une rivière, sans filtrer, des erreurs de débutant. Il y a eu des problèmes de digestion, fait que là, il a été malade. Puis parce que on n'avait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps, on n'a pas pris de pause. Fait que là, continue avec un gars qui est malade. Quand on est arrivé au Manitoba, là, on a une photo de nous autres avec le Welcome Manitoba, puis on est comme mince. Nouka, là, il est comme un squelette de lui-même. En survie, là. Ouais. C'était quoi le mindset? C'est d'arriver à tout prix le plus rapidement possible parce que vous avez des limitations en termes de calendrier dans les deux gars, les deux autres, il y avait des blondes. Fait que il y avait ça, il y avait d'autres projets. Nouka, il allait repartir en Australie, fait que là, c'était comme il faut pas que je prenne trop de temps, il faut que je réussisse à m'économiser de l'argent, peut-être retourner travailler pour cette prochaine aventure-là. Fait que, le focus, il était pas dans l'aventure. Puis je pense que, comme n'importe quelle aventure, quand tu es en train de pédaler ou faire du kayak, ça se passe beaucoup dans ta tête. Ouais. Fait que là, si t'as pas les bonnes motivations, tu vas commencer à ruminer puis à te dire « Ah non, il faut que je retourne à la maison, tu sais. » Puis à chaque soir, eux autres, ils appellent leur blonde. C'était comme « Ah oui, je m'ennuie. » La tentation est grande. C'est ça. Fait que du jour au lendemain, juste avant d'arriver à Winnipeg, ils m'ont dit « By the way, demain, nous autres, c'est la dernière journée, puis on prend l'avion, puis on retourne à la maison. » What? Puis je l'ai pas vu venir, même s'ils ont lancé plein de signaux, puis que tous les jours, ils étaient comme pas trop contents, un peu marabout. Puis je le voyais pas, je voulais pas nécessairement le voir. Fait que ça m'a rentré dedans. Parce que c'est clair, je me dis, s'ils sont partis du jour au lendemain, on dit du jour au lendemain, mais en fait, il devait y avoir des signes un peu avant-coureurs, là. C'est sûr. C'est sûr, mais si t'es pas attentif à ça, puis que tu te dis, tu vis dans
je sais pas, là, ton rêve d'expédition, puis tout ça, tu le vois pas venir. Toute ta tête était comme dans... J'avance coûte que coûte, on se rend à la maison. Là. Ouais. Là, toi, tu t'es laissé là. Moi, j'étais pas prête à prendre cette décision-là, puis je trouvais qu'à ce moment-là, ça allait être comme renier une part de moi-même que d'abandonner. C'était vraiment un abandon pour moi. Là, puis je t'en parle encore aujourd'hui en parlant d'un abandon. Pour les gars, c'était pas un abandon, parce qu'ils sont allés, ils se sont dépassés, puis ils ont été aussi loin qu'ils pouvaient. Moi, j'ai continué. Je suis passé par les États-Unis, c'était ça qui était prévu, jusqu'à Sault Ste. Marie pour revenir en Ontario. Okay. Puis 1 mois après, on a commencé début septembre, là, c'était début octobre. Fait que là, il faisait froid, j'étais mal équipé. Puis du jour au lendemain, encore là, pour moi, là, la veille, je pensais que j'allais continuer jusqu'à Montréal, puis le lendemain matin, ça marchait pas. J'avais froid, j'arrivais pas à retrouver mon énergie, j'avais pas beaucoup d'argent. Fait que je me suis dit, prochaine ville, j'arrête. Que je peux arrêter, tu sais, où est-ce qu'il y a un autobus, je rentre à la maison, puis ça a été ça. Ça m'a pris 42 heures d'autobus pour retourner, mais quand j'ai été prête, j'ai compris ce que les gars, dans quel mindset ils étaient, à quel état d'esprit ils étaient rendus, puis quand moi je l'ai atteint aussi, ça a été ça, puis il n'y avait pas de regret à ce moment-là. Par contre, pour revenir à l'autre expédition, finalement, le projet, c'était d'aller, de partir de Montréal, suivre la côte est américaine. Fait qu'on passait par des rivières pour aller jusqu'à New York. Okay. Et c'est ça, en kayak de mer, on suivait, il y a un chemin qui s'appelle l'intracostal sur une bonne partie de la côte américaine. Fait qu'on se retrouvait souvent à être plus protégé que directement en mer, admettons. Fait que ça nous a aidé à avancer. Et puis le but, c'était de faire tout le golfe du Mexique pour se rendre jusqu'à la pointe du Yucatan. Les gens, souvent, ils savent mieux avec Cancun, où est-ce que c'est. Ouais, c'est ça. Nous autres, on s'arrêtait un peu avant Cancun, dans un village là, plus typique, local et petit. C'est incroyable. Là. Fait que là, tu pars d'une latitude nordique, tu pars de la maison, puis tu t'en vas dans le sud, mais tu prends pas l'avion. Là. Le but, c'était pas de faire un record Guinness ou parcourir un chemin qui n'a jamais été parcouru. Non, c'était vraiment le but de se rendre à cette destination-là par nos propres moyens et ensemble, donc en équipe. Ça, c'est un élément clé pour revenir à l'expérience précédente où est-ce que ça s'était disloqué et qu'on n'avait pas réussi à atteindre notre objectif ultime. Bien là, c'était entendu que si on veut l'atteindre, il faut qu'on soit tout le monde ensemble. Fait que là, le mindset est clair d'arriver jusqu'au bout ensemble, peu importe le temps que ça va prendre. Le bracket est super long. Ça ressemble à quoi vos journées? Ouais, il y a toujours une bonne première portion le matin. Tu essaies d'avaler le plus de kilomètres possible. Comme je disais, au départ, ça a été sur le fleuve Saint-Laurent, avec les îles de Boucherville. On a pris la rivière Richelieu, remonté jusqu'au lac Champlain. Fait que toute cette portion-là, on avait le temps de s'adapter, redescendre la rivière Hudson jusqu'à New York. Ça a tout été une période d'adaptation, puis on n'était pas encore dans des conditions de mer. Puis là, arrivé à New York, avec les marées, juste traverser la baie de New York pour aller jusqu'au New Jersey, déjà ça, il y a comme énormément de... il y a une courbe d'apprentissage là, qui te rentre dedans, là, puis c'est physique, là, c'est des vagues qui te rentrent dedans. Là. Fait que, juste cette traversée-là, ça a déjà été... c'était la première baie qu'on traversait, fait que plutôt que faire le contour, tu y vas en ligne droite, tu fais la traversée directement. Puis arrivé à Sandy Hook, c'est comme une réserve ou c'est un parc national à cet endroit-là. En tout cas, t'as pas le droit, ça a l'air d'arriver en kayak là. Mais on s'approchait en kayak, puis il y avait juste une lifeguard qui nous disait non, elle nous faisait des grands signes. De un, quand t'es sur l'eau, tu t'entends pas ce que la personne te dit, mais elle nous disait de pas aller atterrir là, de pas accoster avec nos kayaks, parce qu'on n'avait pas le droit, mais tu viens de traverser une baie, là, t'es complètement grillé par le soleil, à plat, c'est sûr que tu vas beacher, là. Fait qu'on est allé accoster à cet endroit-là, puis c'est un parc national, t'as pas le droit de dormir là, t'as même des c'est ça, parce rangers qui vont patrouiller la nuit pour pas... Puis tu sais, c'est New Jersey, c'est un milieu très urbain, mais cette nuit-là qu'on est arrivé, on se fait dire non seulement vous avez pas le droit d'accoster, mais vous pouvez absolument pas rester ici puis dormir. Mais pourtant, on peut pas repartir. Là. Nous autres, on est complètement vidés, comme tu viens de dire. Fait que c'est là qu'on a dormi. Mais il a fallu se cacher, attendre la nuit,
les lifeguards, ils partent, les touristes packent leurs serviettes, puis tout ça. Puis nous autres, il y avait une butte de sable, des dunes de sable un peu plus loin. On a attendu, puis OK, il n'y a pas personne. Hop, pogne les kayaks, on va les poser là, de l'autre côté de la butte. Puis là, parce qu'on voyait qu'il y avait des rangers qui circulaient, fait que tu veux pas attirer l'attention, fait qu'on s'est dit, on va pas monter la tente. Il y a des éléments réflecteurs sur des tentes, souvent. Fait qu'on va juste camper. On avait un moustiquaire, un gros moustiquaire pour se protéger. Fait que monte ça, campe sur la plage. Première expérience, c'était de dormir sur la plage directement. Il y a des bébites qui sortent le soir. Hein, du sable. Du sable. Fait que ça, on l'a appris à nos dépenses. Ça a été une très mauvaise nuit parce qu'on n'a pas dormi. Puis là, tu es au beau milieu de la nuit. Tu réalises, OK, tu te fais bouffer, mais est-ce que tu vas vraiment bouger pour aller où? Fait que, anyway, petite anecdote. Je veux rentrer dans une autre dimension qui est... comment vous étiez reçus? J'imagine qu'il y a des fois, parce qu'à un moment donné, les médias se mettent à parler de vous. Il y a des fois, je pense que vous étiez reçus même en héros presque. Des fois, il doit y avoir une espèce de dynamique avec les gens locaux qui doit être assez particulière, là, des fois. Il y a eu des moments comme ça où est-ce que tu arrives, puis là, il y a comme une célébration parce que tu viens de terminer ta journée. La journée d'avant, il n'y a pas de célébration parce que tu étais au milieu de nulle part, mais comme là, tu arrives, puis finalement, tu es comme une vedette. T'as-tu une histoire, justement, spécifique d'un moment où vous avez été accueillis en prince? On était pas très longtemps après que tu sois venu nous rendre visite en Floride. Ouais. On était sur la côte ouest, du côté de la... dans le golfe du Mexique, en allant vers la Louisiane. C'est ça, puis c'est plus... il y a beaucoup de mangroves, fait que ça te demande de... Tu peux pas juste arriver sur la plage, il y en a pas. Il y a juste de la végétation qui pousse jusque dans l'eau. Ouais. Fait qu'il fallait remonter comme ça une rivière, fait que on spot, on regarde un peu sur Google Maps, on voit qu'il y a une marina, fait que marina, c'est tout le temps un bon endroit pour arriver. Souvent, les gens sont accueillants aussi, te voyant arriver par l'eau, ils ont comme de la sympathie pour toi. Fait qu'on arrive comme ça, un peu comme dans un bayou, là, tu circules dans les mangroves, c'est un peu marécageux. Finalement, on arrive à la marina, et ça se trouvait être une marina de taille moyenne, puis il y avait, je pense, un petit resto-pub à côté. Okay. Et là, une femme de crier, disait « I know these guys! Je connais ces gars-là! Ils y étaient sur les nouvelles! C'est les Canadiens! » Fait que là, elle qui crie ça avec tout le crowd, je veux dire, là, ça a vraiment créé comme une espèce d'énergie, de curiosité, les gens qui viennent nous voir, tu sais, puis qui nous posent des questions. Puis juste à côté, la marina avait aussi un petit motel. Fait que là, le gars, il vient nous voir, tu sais, le propriétaire, puis inquiétez-vous pas, vous allez dormir, j'ai une chambre. Fait que là, tu sais... I got you covered. Oui, c'est ça. Fait que là, je me souviens plus si... probablement que quelqu'un nous a payé la bouffe cette soirée-là. Là. C'est le genre de moment comme ça, vraiment euphorisant et rockstar. Là, les gens nous offraient des ressources, mais après ça, d'être dans la position où est-ce que tu le sais que tu en as de besoin. T'sais. Là, pour cette anecdote-là, je le sais, on était fatigués, on avait besoin d'une place pour rester plus qu'une journée. Ouais. Fait que là, tu te retrouves toujours dans la position de devoir demander la générosité des gens. Exact. On te l'a offert une journée avec le plus grand sourire, mais le lendemain, puis le surlendemain, quand tu reviens demander est-ce que je peux rester une journée de plus, est-ce que je peux encore bénéficier de ta générosité. Exact. Le monde, ils vont dire OK, tu sais. En même temps, ils peuvent dire non. Ils peuvent dire non. Mais là, j'imagine que ça vient challenger dans tes propres limitations, tes propres croyances de ce que ça veut dire de demander de l'aide, demander la charité. Constamment d'être dans cette position-là pendant ces 15 mois. Ouais, quoique chaque personne que vous rencontrez ne le sait pas. C'est vous qui portez ça. Oui, c'est nous qui portons ça, mais ça devient lourd à porter à un moment, là, d'être dépendant de d'autres personnes. Là, parce que bien qu'on était autonome du point de vue camping, expédition, on dépendait quand même du soutien de beaucoup de gens pour faire l'expédition. Je suis convaincu qu'en 15 mois, il y a eu des expériences diamétralement opposées. Là. Oui. Puis difficulté, là, c'est comme urbain, c'est facile, parce que t'as faim, tu t'en vas, je sais pas, tu vas au McDo, là, à la limite, tu as accès à tout ce que tu as accès habituellement, fait que
cet aspect-là de proximité puis de civilisation, c'est sûr que ça abaissait le niveau de difficulté sur le confort puis l'accès à des commodités, là, admettons. Mais après, de se retrouver dans des milieux plus isolés, ben, c'est là qu'il fallait être vraiment prête de notre côté. Puis on a passé beaucoup de marais, des marais salins. Fait en Virginie, tu sais, d'arrêter sur les îles comme ça, où est-ce que t'es envahi, tu poses le pied, puis t'es envahi de moustiques. Et là, il faut que tu es dans les hautes herbes, fait que tu peux pas juste mettre ta tente là. Il faut que tu ailles marcher, puis tu trouves une place où tu peux planter ta tente, revenir, prendre les bateaux, les monter à un endroit sécure pour la nuit, recourir, monter ton campement. Pendant ce temps-là, tu te fais comme bouffer complètement. Fait que c'est comme frénétique, là. Tu te tapes partout. Tu essaies de communiquer en équipe pendant que tu tapes les moustiques sur toi. Puis c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, c'est l'adrénaline, hein? Je veux dire, tu pourrais être attaqué par un ours, puis ça serait la même chose dans ces moments-là. Puis l'autre bon exemple, c'est même les fourmis rouges. Je veux dire, il y en a beaucoup là, aux États-Unis, puis dans le sud des États-Unis, mais c'était fréquent. Tu mets le pied, tu t'en rends pas compte, tu piles dans un nid de fourmis rouges, puis le moment que tu t'en rends compte, c'est trop tard. Je veux dire, ils sont sur toi, ils sont en train de te bouffer. Fait que ça, c'est des moments juste d'inconfort extrême, mais même de... Tu te sens pas juste vulnérable, mais t'es en position là, de survie. C'est comme t'as une shot d'adrénaline parce que tu es en train de te faire bouffer puis que c'est comme insoutenable comme position. Mais c'est quoi les étapes que tu vas faire rapidement pour retrouver une zone de confort puis de sérénité? Ce que je trouve fascinant, je fais une parenthèse, mais c'est que dans le projet, il y a autant les risques de l'environnement, puis lié comme aux moustiques, puis aux marées, puis aux vagues, mais il y a les risques humains, parce que vous pouvez être accueilli en prince quelque part, mais là, ce que tu partages, c'est le fait que l'être humain peut être un danger ici, là. C'est quelque chose de particulier à porter pendant aussi longtemps, là. Tout à fait. Puis ça, aux États-Unis, juste pour continuer sur cette parenthèse-là, là, mais le côté menaçant, les Américains sont très accueillants. Quand t'arrives, surtout nous autres, on a le privilège d'être 3 hommes blancs qui arrivons comme ça, fait qu'on était quand même bien vus. Souvent, on était sales, mais quand même, on avait du gear, tu sais. Ça se voyait 3 kayaks pareils avec des stickers, tu sais, de commanditaires. Fait que on avait tout cet avantage-là pour être bien accueillis par les Américains. Mais très fréquemment aussi, on pouvait nous ouvrir les bras, mais c'est comme, t'es bienvenu, mais t'es pas le bienvenu pour rester. On t'accueille parce que c'est la chose à faire, puis qu'ils veulent être accueillants, mais en même temps, ils te font sentir que t'es pas d'ici, puis sens-toi pas trop confortable. Comment vous faites? Ben, de différentes manières, mais admettons, on arrive chez quelqu'un, il n'y a pas vraiment d'autre place où camper, puis là, on demande, ben, est-ce que c'est possible de juste... évidemment, on explique qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est possible de camper pour la nuit sur votre terrain? Souvent, ils ont un grand terrain, puis tout ça, fait que, ah oui, vous pouvez camper, mais tu vois qu'ils sont pas trop sûrs, ils acceptent. Puis là, après, ils reviennent, puis tu sais, soit carrément, il y en a un qui est allé nous montrer sa cache d'armes. Fait que là, tu sais, il disait, ah, regarde, ça, c'est mes armes. Tu sais, celle-là, c'est mon couteau préféré. Puis là, tu sais, il nous niaisait, là, tu sais. Ah, moi, tu vois, celle-là, je le prends. Puis là, tu sais, il nous faisait comme assemblant. Ah, tu vois, moi, je l'utiliserais de même, tu sais, ou je sais pas. Fait que tout vraiment un peu... tu te sens pas trop confortable, finalement. Puis il y en a un autre, c'est ça, qui nous avait accueillis. Un ancien genre PDG de Coca-Cola, en tout cas. Ah, OK. Pour l'anecdote. À couper au montage. Mais il nous a accueillis. Puis tout de suite après, il est revenu, puis il a dit « Ah, attention, il y a des ours dans le coin, mais faites-vous-en pas, j'ai un fusil à la maison, puis je vais pouvoir vous défendre, tu sais, si y avait quelque chose. » Mais tu sais, c'était plus pour nous dire qu'il y avait un gun, puis qu'il était capable de se défendre, qu'en fait, parce que des ours dans le coin, je suis persuadé qu'il n'y en avait pas beaucoup, là. Fait que le message était pas mal plus dirigé vers nous à dire « Faites attention, j'ai un fusil, puis avisez-vous pas de venir chez nous. » Puis tu sais, pour mettre le contexte, à un moment donné, Julien, il va demander pour aller aux toilettes, puis il fait dire non. Mais là, tu viens de nous donner la permission de dormir chez toi, mais tu veux pas qu'on aille aux toilettes? Tu veux qu'on aille où? Dans ton buisson?
En tout cas, fait que c'est ce genre de situation-là où est-ce que tu es accueilli, mais pas trop longtemps. Les frontières sont pas définies. Sont pas définies, ouais, c'est fait ça. que... Ouais. Puis d'ailleurs, en parlant de soutien, il y a une particularité quand même, c'est qu'au moment de partir, puis de partir aussi longtemps, ben, je veux pas vous laisser des gens derrière, vous laissez des gens à la maison. Ouais. Il y en a qui sont en relation, tu sais, il y a la famille, il y a peut-être des projets d'études qui sont mis sur le côté. Fait que tu sais, il y a un volet de la vie à Montréal qui est pesé sur pause, là. Puis souvent, ce sont les gens de la famille puis les gens les plus proches de nous qui nous soutiennent le plus. Comment tu dealais avec ça? Ben, il y a plusieurs facettes à ça. Mettons, les amis, la famille, c'est sûr, tu veux, comme, je sais pas, stand up, tu veux être capable de répondre à toutes les attentes qu'ils ont envers toi. Parce que tu as mis la barre haute, puis pendant un moment, ils croyaient pas que tu allais pouvoir partir pour une expédition de 15 mois. Puis au moment que tu le fais, là, ils mettent énormément d'attentes. En tout cas, c'est la pression que souvent on se met soi-même aussi, du regard des autres. Tu sentais ça, ouais. Exactement. Tu pars seul, vous êtes 3, mais vous êtes seul dans votre trinôme, finalement. Mais symboliquement, il y a quand même des gens dans tes valises. T'sais. C'est comme s'il y a quand même des gens avec leurs propres croyances, leurs propres attentes qui sont là puis qui te suivent. Ouais. Mais... Puis après, tu as tous les gens que tu penses ou tu as l'impression d'abandonner. Pour moi, j'étais en relation avec une fille à ce moment-là. En couple avec... En couple, okay. Avant de partir. Puis, ben, c'est sûr que ça, au moment que je suis parti, la journée que je suis parti, j'avais l'impression de donner un coup de hache dans cette relation-là. Puis, tu sais, de bousiller ce que j'avais avec cette personne-là à ce moment-là. Avec rétrospective, je comprends que c'était probablement terminé déjà. Tu sais, tu rentres dans une bulle quand tu es en expédition, peu importe ce que tu laisses derrière, ça reste intact. Ah ouais, c'est ça. Ça reste intact. Fait que tu un peu comme une cloche de verre, tu sais. Dans notre tête, on pense que la vie a arrêté de tourner, tu sais. Ouais, tu mets tout ça dans ta valise, puis tu pars avec. Là, après ça, tu es dans ta bulle de kayak, d'expédition, puis tout ce qui se passe à la maison, c'est sur pause. Les gens, mais dans les faits, les gens continuent à vivre leurs affaires. Normalement. Ben oui. Puis, je te dis, la moitié du voyage, on parle de 6-7 mois de temps à vivre dans cet état d'esprit-là. Dans les faits, la relation était terminée. Était terminée. Ah, ouais. Et puis, elle s'était même retrouvée un autre chum c'était un ami que je connaissais. Puis, ils sont encore ensemble, tant mieux. Mais à ce moment-là, j'étais ailleurs. Puis, il y a des signaux qui m'ont été envoyés pour dire, comme, décroche, c'est fini. C'est déjà fini. Mais non, je conservais comme une espèce d'idée, je sais pas, là, magnifiée de cet élément-là, puis dire que je vais pouvoir y retourner, mais non, en fait, wake up, c'est terminé. C'est peut-être une lecture un peu ésotérique, mais c'est intéressant comment tantôt tu nous parlais du sentiment un peu d'abandon dans l'expédition de vélo, puis les signes avant-coureurs que tu n'avais pas vus parce que tu étais sur une mission. Tu sais? Mm-hmm. Puis là, il y a comme une dynamique où je me dis, est-ce qu'il y a comme un duplicat, tu sais, une réplique un peu où il y avait des signes avant-coureurs, mais tu étais là aussi sur une mission, puis ce volet émotionnel-là, à la limite, te donnait du fuel, tu sais, pour avancer. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, oui, parce que j'imagine qu'il y a eu une drop après, tu sais, comme... Oui, puis c'est sain, tu sais, le moment qu'il a eu, cette drop-là, comme tu dis, le retour à la réalité, ben, ça a juste été mieux, finalement, parce que tu changes, tu peux tourner la page. Fait que ça a été dur parce que j'étais dans le contexte d'expédition, puis que t'as pas l'impression que tu peux tourner la page tant que t'auras pas atteint le but ultime. Mais dans les faits, comme tu dis, la vie continue pour tout le monde, fait que ça devrait être la même chose pour toi. Quand j'ai pu réaliser que c'était terminé, c'est ça. On a dévié tantôt, tu commençais à nous parler du nord du Mexique, puis une portion, je pense, assez difficile de l'expé. Ben, c'est rock'n'roll parce que ça arrive après 1 an d'expédition. T'sais. Fait que t'as énormément de vécu, de fatigue accumulée, d'inconfort avec lesquels tu vis. Il y en a certains que
tu as pu développer peut-être des moyens pour y pallier, mais quand même, tu as des inconforts constants. Et là, de traverser le Mexique, effectivement, il y avait la composante de, bon, est-ce qu'on va se faire kidnapper par les narcotrafiquants, à quel point qu'on va être vraiment exposé là, à cette réalité-là ou pas. Il faisait chaud, déjà le Texas aussi, ça a été chaud, c'est aride, désertique, puis on savait que ça allait être vraiment ça. Puis ça s'est confirmé en traversant le Rio Bravo, le Rio Grande, qui est la frontière. On a senti tout de suite un changement, puis là, on arrivait vraiment dans le désert mexicain. C'est très aride. Et en plus de toute la fatigue que je t'ai parlé, mais très souvent, quand on change de pays, ça vient avec des problèmes gastriques. Fait que là, on était tous malades, on avait toute la chiasse, pour pas le dire, là. Fait qu'on s'est lancé comme ça, et de la première ville qu'on était accueillis, on a pris comme quelques jours de pause, mais après ça, on avait un stretch de 2-3 jours, peut-être 3 jours et demi, qu'on n'allait pas vraiment toucher aucune autre communauté, et donc pas de source d'eau. Fait que là, c'était vraiment, avec la capacité de stockage qu'on avait, on était un peu limite. Et puis, à ce moment-là, on n'était plus dans l'intracostal que je t'expliquais. Fait qu'on était directement sur le golfe du Mexique. Fait qu'en général, il est assez, tranquille. Mais la deuxième journée, il était pas tranquille. Puis il y avait des vagues. Puis il y avait une grosse zone, le break zone, là, où est-ce que les vagues brisent. Fait que là, le matin, comme ça, en repartant, il y avait encore plus de vent. Et là, il faut que tu traverses cette zone-là. Fait que là, c'est comme, il faut que tu le traverses, mais c'est pour toi-même, là. Tu contrôles ton kayak, fait qu'il faut que chacun d'entre nous soit capable de traverser ça. Ouais, parce que traverser le break zone, autant au début de la journée qu'à la fin de la journée, c'est un moment un peu risqué. C'est le moment risqué de la journée. Surtout, c'est ça, quand tu as des bonnes vagues. Avec un kayak super lourd, là. Très lourd, très lourd. Chargé. Fait que du moment qu'il lui décide de partir, tu vas pas vraiment pouvoir le rattraper. Tu peux arriver à te maintenir dans la vague puis te faire pousser, mais si tu es déséquilibré, ben c'est fini. Là. Tu verses, puis il va falloir que tu nages avec ton kayak. Fait que tout ce moment-là que tu nages à côté de ton kayak, les vagues, ils peuvent venir d'un côté ou d'un autre. Fait que là, tu sais pas ce qu'il y a dans le fond. Tu sais pas ce qu'il y a dans le fond. Puis si le kayak, justement, tu te ramasses entre le kayak et la plage, mais là, le kayak, il risque de se faire pousser sur toi. Puis c'est là qu'il peut y avoir des blessures. Et ce matin-là, ça nous a tous pris beaucoup d'efforts. À moi, je veux dire, tu pars là-dedans, tu te fais ramasser par une première vague, ça te recule, tu essaies de te coordonner, trouver c'est quoi la séquence de vagues, ou est-ce que c'est un plus de calme pour pouvoir traverser. Fait que là, tu sais, juste maintenir cette attitude-là, où est-ce que tu te fais repousser, c'est très exigeant, jusqu'au moment que tu dis, OK, là, je pense que je peux y aller, fait que tu donnes tout ce que tu as pour essayer de le traverser. Moi, j'ai réussi, Julien a réussi, mais là, Nuka, lui, il était resté là. Puis là, nous autres, il faut que tu claires la zone. Tu veux pas rester dans cette zone périlleuse-là. Fait qu'on a traversé. Tu te retrouves assez loin, avec la plage qui descend. Tu vois pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Ceux qui sont au bas de la plage, tu vois pas. Permets-moi vraiment d'illustrer. Là. Toi, t'es dans l'eau, t'es en kayak, t'as passé le break zone. Puis là, très fatigué. Tu regardes autour de toi. Il y a Julien qui est là aussi. Julien est à côté de moi. Puis là, on est dans la houle. Puis là, tu regardes pour Nuka. Puis on regarde vers la plage, puis là, on voit rien. Parce que t'as la hauteur des vagues et, c'est ça, la plage finit à être plus basse. Fait que tu vois pas vraiment ce qui se passe là, dans le break zone. Tu le vois pas. Fait que là, on fait juste attendre. Un bon 20 minutes d'attente, ce qui peut être vraiment long. Tu sais pas ce qui se passe. Est-ce que Nuka, il est en train de juste rouler puis se faire comme smasher par son kayak? Il est-tu inconscient? Il est-tu encore confortable à essayer de trouver le bon moment pour passer? Mais tu le sais qu'il est en train de vider son énergie. D'une façon ou d'une autre, c'est sûr qu'il est en péril. Là. Fait que avant de se remettre nous-mêmes dans cette position-là, je veux dire, t'attends un peu de voir ce qui se passe, là, tu sais. Puis idéalement, ce qu'on attendait, c'est de voir Nuka peut-être nous faire le signe s'il n'avait pas réussi puis qu'il était retourné sur la plage ou qu'il avait versé, qu'il vienne nous faire signe. Ouais, parce qu'il est peut-être dans une position où il est en dessous de son kayak, inconscient, en train de se noyer. Fait qu'à quel moment, certainement pas la première minute que tu t'en vas
l'aider, tu vas attendre de voir ce qui se passe. À cause du risque d'exposition, encore une fois. Pour toi-même. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment de gérer ça. Finalement, au bout ce qui m'a paru un très long 20 minutes, on l'a vu émerger, mais pas de notre bord, sur la plage, nous faire des grands signes avec sa pagaie. Fait que là, première chose qui te passe par la tête, c'est « fuck ». Genre, faut que moi-même, je retourne dans cette zone-là, puis que je retourne sur la plage au point de départ. Juste ça, c'est... Face à quelqu'un qui a à peu près le même niveau de compétence puis de capacité, mais qui vient d'échouer cette mission-là. Puis là, c'est un rappel du niveau de risque. Le risque, puis c'est ça. Là, au final, est-ce que moi-même, je vais avoir l'énergie pour repasser après cette zone-là? Fait qu'il y a tout ça qui te trotte dans la tête, mais en même temps, t'as ton ami qui est en train de te dire « Viens m'aider, il y a quelque chose qui va pas ». Fait que clairement, il y avait des salés, mais tu ne sais pas à quel point c'est mauvais ou qu'est-ce qui a pu se passer. Fait qu'on retourne sur la plage. Il est en état de choc. Il s'est fait ramasser par une vague qui était tellement forte que ça a fait décoller son banc en dessous de lui. Fait que là, il s'est retrouvé dans l'eau dans une fraction de seconde. Je pense qu'il s'était battu un peu avec son bateau. Là, lui est en état de choc. Julien va le voir. Là, moi, mon premier réflexe, je vois le kayak. Son kayak, il n'y a plus de banc. Ça, c'est majeur. Là. Enlève le siège dans ton char, tu n'iras pas bien loin. Là. Le bateau, il est quand même sur la plage? Le bateau, il est sur la plage. Il n'est pas trop abîmé, à part qu'il manque le siège avec le rail sur lequel il est installé. C'est quoi ta réaction? Comment tu te sens à ce moment-là? Voyant que Julien il était avec Nuka, puis que, je veux dire, Nuka, il se tenait debout, il nous parlait, fait que oui, il était peut-être shaké, là, mais il était pas en danger à ce moment-là. Moi, c'était tout de suite aller voir où est-ce qu'il est le maudit bout de kayak là, qui vient de perdre. Là. Fait que je l'ai spoté, pas trop loin, là, avec les vagues. Il s'était fait quand même déporter rapidement, à quelques centaines de mètres. Fait que je suis allé chercher son siège, sachant déjà là qu'il va falloir réparer ça. Parce que tu peux pas vraiment avancer sans siège. Tu peux pas repartir sans siège. Là. Tu pourras pas repartir. Sinon, pas aller loin. Là, clairement, pas faire une longue journée. Puis là, je rappelle, on est au beau milieu de nulle part. C'est ça. C'est le désert mexicain. Il y a personne autour. Et on est Vous avez une quantité d'eau limitée. Quantité d'eau limitée. Puis là, lui, Nuka, est-ce qu'il s'est blessé là-dedans? Oui, ça y a fait mal. Il s'est fait mal. Ça l'a shaké et traumatisé là, sur le coup. Là. Fait que là, première des choses, on passe de l'autre côté des dunes de la plage. Un peu s'isoler, sortir de la plage. Fait que là, on a enlevé notre gear, on s'est mis de côté. Traîner les bateaux. Là, c'est comme faire le point. Il faut qu'on fasse le point. Fait qu'on a sorti nos sièges. On savait, on avait des petites chaises pliantes. Là, fait qu'on sort ça, on s'installe, puis là, débrief. Là, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, Nuka dit que ça y a fait mal. Ouais. Puis que ça ne tente pas de sortir. Ça ne tente pas de retourner sur la mer, puis qu'il faut trouver un autre chemin. OK. Déjà là, tu te dis... Tabarnak. C'est le chemin, là. On est censé continuer, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Fait qu'il y a tous ces questionnements-là personnels qui te passent en tête, mais en même temps, il faut être dans l'action à ce moment-là. Tu peux pas non plus juste commencer à discuter. Fait que c'est quoi les actions qu'on prend? Fait que oui, tu l'as dit, l'eau, c'est comme fondamental. Ça a été le premier sujet qu'on a abordé après qu'il ait fait le débrief de lui, comment il se sentait. C'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour l'eau. Bon, on peut pas... Il n'y a pas d'autres communautés proches en continuant un peu plus loin. Fait qu'il faut retourner à l'autre communauté à laquelle on était. Heureusement. La précédente. Là, qui se trouve à quelle distance de vous autres? On avait fait une journée quand même de kayak. Fait qu'une trentaine de kilomètres. Fait que là, comment tu retournes là-bas, c'est une question. On avait spoté des pick-up, des chars du monde qui circulaient sur la plage. Généralement, c'est des pêcheurs. Fait qu'on s'est dit, on va attendre. Ça, c'est notre porte de sortie. Potentiellement, on va croiser quelqu'un. Il y a quelqu'un, heureusement, là, si on est chanceux, qui va passer, puis on va pouvoir lui demander un lift pour retourner à la communauté. Sur ce stretch-là, vous êtes un peu sur un timer parce que... c'est l'eau. C'est l'eau. Oui, ça, c'était le timer. Fait que c'était de dire, ça nous prend de l'eau. Faut trouver la solution pour ça. De deux, il faut faire la réparation du kayak. Le banc, il faut avancer. Puis le troisième élément, c'était amené par Nuka, c'est-à-dire ça prend une porte de sortie parce que je me relance pas dans l'eau. Fait que ça, c'est confrontant
Parce que le plan A, c'est de faire la côte. C'est de faire notre expédition puis de se remettre à l'eau. Puis là, tu te dis, ton coéquipier, il est en train de te dire qu'il veut pas retourner sur la mer puis qu'il faut que tu changes de plan. Ça, c'est un autre obstacle ou difficulté avec laquelle il faut que tu composes. Qu'est-ce que ça pèse sur quel piton pour toi, ça? C'est une notion d'intégrité par rapport au plan initial? Ben, un peu, oui, parce que c'est encore là comme l'idée que tu te fais de ton projet. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver avec le projet? T'sais, moi, on peut pas continuer sans lui. Ma volonté, c'était d'aller sur l'eau. Fait que là, de continuer juste normalement, comme si rien ne s'était passé. Mais évidemment, c'est une réflexion égoïste. Mm-hmm. Mais ça fait partie quand même des choses qui te trottent dans la tête là, à ce moment-là. Moi, c'était une réflexion que j'avais. Qu'est-ce qui va arriver? Fait que là, on était avec ces 3 constats-là. Parce que quand même, faut le concéder. Ça fait partie d'être dans une équipe. Il y en a un qui a une difficulté, qui vient de se blesser. Moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est d'être attentif, puis au moins de prendre les mesures nécessaires pour qu'il se sente mieux. Donc là, clairement, Nuka, il avait besoin de sortir de cette zone-là. C'était lui qui avait été désigné pour attendre que quelqu'un passe sur la plage pour peut-être aller chercher de l'aide et de l'eau. Pendant que moi et Julien, on allait rester sur place pour faire la réparation. Heureusement, il y a une personne qui est passée cette journée-là, un pêcheur en pick-up, fait que Nuka, il a pu partir. Fait que là, déjà, tu le sais, toi, tu vas rester sur place dans le milieu du désert pendant que ton chum, il reviendra pas la journée même, c'est sûr qu'il va revenir. On s'est mis à faire la réparation, mais là, c'est au milieu du désert, il fait chaud, au point que on s'est fait un petit abri, mis notre bâche pour se protéger du soleil, mais encore là, je veux dire, c'est pas juste le soleil, c'est la chaleur qui fait l'intensité. Fait que là, toute la journée, on était assis en dessous de ça, à se protéger, parce qu'il y avait des rafales de vent, fait que là, du sable qui te balait le visage. On a le bof qui est remonté par-dessus le visage au complet, finalement, puis tu sais, le chapeau, puis tout, puis tu fais juste rester assis, couché, à attendre dans le désert que ton ami revienne. Juste avec la chaleur, je veux dire, j'arrivais même pas à écrire une phrase complète que je m'endormais de comme chaleur et d'épuisement. Est-ce que pendant cette période-là, il y a eu la pointe, le début d'une conversation, ne serait-ce sur la possibilité d'arrêter l'expédition, de reporter, de prendre une pause, de splitter l'équipe? Nuka l'a probablement évoqué. Puis, tu sais, ça fait peur quand t'es un coéquipier dans une équipe comme ça, puis qu'il y a un des membres. Puis là, tu sais, moi, ça me remettait. Ça t'a-tu replongé? Ça m'a replongé, c'est sûr, dans l'expédition de vélo, tu sais, où est-ce que mes chums m'abandonnaient, puis qu'on n'était pas capable de compléter le projet. Fait que ça, tu veux pas retomber là. Mm-hmm. Fait que la meilleure des choses, c'est ça, c'est de prendre les moyens de... donner la confiance à Nuka, lui donner le temps pour que lui se sente bien puis qu'il veuille continuer. Fait que ça a été ça toute cette journée-là. Okay. Et le lendemain, d'attendre une partie de la journée jusqu'à temps que la cavalerie réellement arrive. Et puis, nice. Tu sais, c'est pas une personne. Il a amené sa famille avec lui. Là, okay, fait que là, et pas juste la famille, une caisse de bière aussi, parce que nice. C'est le party, tu sais, puis que t'as beau être en situation de survie au milieu du désert, tu sais, mais là, eux, ils arrivent, puis c'est comme le party, puis hey, c'est pas grave, on va vous aider. Il était allé chercher des morceaux de bois pour créer un support à kayak, fait qu'on a tout attaché ça avec, tu sais, de la vieille corde un peu rafistolée, mais tu sais, ça tenait là-dessus. Embarque dans la caisse du pick-up en arrière avec la famille, la mère, la fille, puis là, tu sais, hey, prends une bière, puis tout ça. Fait que là, ça change complètement, tu sais, de vibe. Wow. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils nous ont ramenés du côté de la baie. Fait que c'était pas la même chose qu'admettons l'intracostal aux États-Unis, okay. Mais quand même, il y avait un côté protégé, fait que, tu sais, ils vont dire bayside, là, du côté de la baie, plutôt que sur la mer. Fait qu'on a pu se remettre à l'eau de ce côté-là, au final. Okay. Et rebâtir la confiance de notre coéquipier qui s'était blessé. D'un point de vue humain, ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que comparativement à disons, l'histoire d'abandon ou de l'arrêt d'expédition
dans la traversée du Canada, il y a quelque chose que vous semblez vraiment avoir fait différemment, tu sais. Parce que finalement, tu sais, tu remettais beaucoup de louanges aux gens qui sont venus vous aider, mais moi, j'aurais envie aussi de souligner de l'extérieur j'ai l'impression qu'il y a une équipe qui a maturé dans son processus de faire face à du doute ensemble, tu sais. Oui, puis faire face à ces doutes-là, puis être convaincu aussi qu'on veut atteindre l'objectif comme coûte que coûte. Veut le réussir. Se donner les moyens pour. Oui. Mais en termes de temps, de prendre suffisamment de pauses. Puis ça, il y a des ça aussi, c'est dur. Parce que des journées, toi, tu es à 100%, à 110% de ton énergie, puis tu te dis aujourd'hui, on se le tape, le 50 km qu'on veut faire pour rattraper notre retard sur notre échéancier, peu importe. Puis non, c'est l'autre qui te dit ah non, aujourd'hui, je fais le pas, j'ai mal à l'estomac, puis finalement, tu te retrouves juste à faire 20 km ou même à pas partir. Parce que s'adapter tout seul, c'est pas la même chose que demander à une équipe, un groupe, dans ce cas-ci, de s'adapter. Puis vous pouvez pas le faire si vous parlez pas. T'sais, dans ce cas-là, Nuka a exprimé des doutes, vous l'avez écouté. T'sais, contrairement peut-être à d'autres situations qu'il l'avait pas dit en vélo, je veux dire, clairement qu'il était malade, mais il n'a pas manifesté l'intérêt de s'arrêter parce que lui-même pensait que il y avait peut-être d'autres priorités d'arriver vite. Oui, c'est ça. Se respecter, non, clairement. Fait que lui-même d'avoir la vulnérabilité ou le courage de dire je suis face à une limite, puis je vous le nomme, puis vous de l'écouter. Puis de pas juste être... fait que ça t'a permis de voir les signes avant-coureurs, man. C'est riche ce que ça permet d'apprendre sur soi puis de voir. Vous avez tellement été confronté à qui vous êtes face à des situations où vous n'avez pas toujours le contrôle, sur la durée. Là. Mais sur le retour, je pense que c'est un choc aussi. Parle-moi de ça, justement, le retour. Le retour à Montréal. Ben c'est ça, hein? 15 mois, c'est comme une vie, finalement. T'es complètement transporté dans une autre dimension. Le temps s'est arrêté, comme on discutait. Ta vie s'est mise sur pause. Ouais. Fait que peu importe ce que t'as laissé, toi, derrière, quand tu reviens, c'est ça que tu retrouves. Toi, qu'est-ce que tu avais laissé? L'appart, la job, la blonde, clairement, est rendue ailleurs. Oui, effectivement. Fait que il y a eu un retour là-dessus, tu sais, de pouvoir au moins se revoir, puis comme mettre, parce que ça a été fait à distance. Tu sais, ma réalisation que la relation était terminée, ça s'est fait à distance. Puis je pense à un moment, comme vraiment, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, en dedans de moi, mais avant que je parte, je travaillais dans un resto. Le moment que j'ai posé les pieds puis que j'ai vu mes collègues, je suis parti à brailler. C'était comme too much. De revenir, c'était comme de réaliser là, que je revenais dans mes vieux souliers, à une place que j'adore, avec des gens que j'adore, mais de revenir au point de départ. Puis tu sais, malgré que j'ai vécu des moments, tu sais, euphorisants, grandioses, comme on disait, là, tu sais, de vedette, tu reviens, puis les deux pieds bien sur terre, là, c'était comme trop chargé. T'as beau avoir fait tout ça, je veux dire, c'est bien normal, il va falloir que tu commences à travailler, puis c'était rough. Juste parce que c'était comme... Il y avait pas de vernis à ça, là. Ouais, c'est comme ça m'envoie comme l'image de la personne qui se dit « Tiens, je fuis, je m'en vais le plus loin possible. Je m'en vais vivre tout ce que j'ai toujours voulu vivre. » Mais peu importe à quel point, finalement, tu vas loin, il y a un moment où tu reviens, tu sais. C'est comme c'est fort, quand même. Puis... Une partie de l'émotion que je vivais à ce moment-là, je pense que c'est aussi sur le projet, puis à quel point tu as réussi le projet. Hey, super, on se dirige tranquillement vers un wrap. On a une question classique où on demande à tous nos invités de nous décrire un peu la relation qu'ils ont avec le temps. Tu sais, le nom de l'émission, c'est 168, parce qu'il y a 168 heures dans une semaine. Puis il y a toutes sortes de façons de voir les angles. Mais quand on part en expédition, la relation avec le temps peut changer comparativement quand on est en ville. Pour réussir à faire avoir des objectifs extraordinaires, il faut aussi qu'on gère notre temps. Nous autres, notre projet de 168, nous autres, on en a pris une de ces heures-là par semaine à monter notre projet. OK. Fait que c'est comme ça qu'on a réussi à le monter. Une heure par semaine?
1 heure par semaine, se rencontrer. Il y en a un à Yellowknife. Moi, à un moment donné, j'étais en France. Julien était à Montréal. Mais de prendre 1 heure par semaine pour se rencontrer, se fixer des objectifs, dire « Hey, cette semaine, moi, je vais chercher, je vais regarder l'itinéraire. OK, moi, je vais relancer un tel commanditaire. » Fait que de se donner des tâches, ça, déjà, c'est comme la clé pour n'importe quel projet, là, pour le monter. Mais après ça, oui, je veux dire, relation au temps, le 15 mois, ça a paru une vie. C'était en soi, là, je veux dire, on a vécu toute une vie dans ce 15 mois-là. Puis quand je suis revenu, ben, c'était comme, tu reprends les choses où est-ce que tu les as laissées. Fait que la dernière journée de l'expédition n'a pas semblé très différente des autres. Mais c'était l'accomplissement de toute cette durée-là quand même. Qui se résolut en quelques heures, en quelques instants, puis c'est la fin, puis t'as la famille, les amis qui t'accueillent au Mexique. C'est terminé. C'est terminé. Retour à la vie. Ouais, c'est ça. Merci d'être venu. Merci d'avoir pris le temps de te déplacer ici. Ben ouais, c'est une bonne raison de venir en Beauce. Maison, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, en terminant, si les gens ont envie de... Tu sais, vous avez quand même pris plein de photos. Est-ce qu'elles sont disponibles? Je sais que vous avez une page Facebook. Exactement. Défi GoFetch. Sur le site Internet, vous tapez juste sur Google Défi GoFetch, vous allez tomber effectivement sur le site Internet puis notre page Facebook. C'est là-dessus qu'on a pu mettre le maximum là, de Défi photos. Défi GoFetch, c'est Défi Go Fetch F-E-T-C-H. C'est bien ça? Exactement. C'était 168 heures. Merci beaucoup d'avoir assisté à l'épisode. Luc Labelle qui nous a parlé de son épique séjour de 15 mois entre Montréal puis la péninsule du Yucatan au Mexique. Complètement débile dans la tête, mais en même temps très très riche et plein d'apprentissage. Pour plus d'informations pour moi, c'est samuelostigui.com. Si vous voulez rentrer en contact, vous pouvez le faire directement via ce site web. Et puis, au plaisir pour un prochain épisode.